Très bon vendredi à tous. Europe Matin, votre matinale info sur Europe 1. Julien Pierce. Et à 8h, le journal est présenté par Sophie Tussaud. Bonjour Sophie. Bonjour Julien, bonjour à tous. À la une ce matin, la chaleur affecte les organismes, la nature, mais également les infrastructures comme les ponts, les rails ou le bitume. Une conséquence préoccupante alors que des centaines de milliers de Français s'apprêtent à partir en vacances ce week-end. Les autres titres, Sophie. À la question de l'imprudence au cœur de l'enquête en Corse après la mort de 5 randonneurs, pourquoi le guide a-t-il maintenu la sortie canyoning alors que les conditions météorologiques étaient mauvaises? Apple sur le toit du monde, le groupe américain vaut désormais 1000 milliards de dollars en bourse, c'est du jamais vu. Et puis rendez-vous incontournable de l'été, la pluie d'étoiles filantes à partir de ce soir. La vague de départ en vacances se déroule ce week-end sous la canicule. Oui, des centaines de milliers d'automobilistes sont attendus sur les routes durant ce deuxième chassé-croisé de l'été. Demain sera noir, aujourd'hui est classé orange dans le sens des départs. La SNCF attend également 900 000 voyageurs durant tout le week-end. Des départs qui seront scrutés après l'incendie qui a paralysé le trafic la semaine dernière à la gare Montparnasse à Paris, mais également en cette période de canicule, car chaleur et infrastructure ne font pas forcément bon ménage. Jean-Sébastien Soldaini. Dès que la température dépasse les 30 degrés, c'est le rail qui souffre. Il se dilate sous l'effet de la forte chaleur. Conséquence hier, plusieurs retards sur les lignes des Hauts-de-France car la SNCF réduit la vitesse des trains par mesure de sécurité. La chaleur touche aussi le Grand Est où Bertrand Mazur de la métropole du Grand Nancy prend soin spécifiquement du rail qui guide le tramway. Nous arrosons le rail avec un simple camion-citerne de voirie qui parcourt le tracé en permanence et déverse comme ça sur l'ensemble de la journée un total de 36 mètres cubes d'eau. C'est un coût qui est à mettre en face de ce que serait le coût d'un blocage du tramway. Et arrêter le tramway, c'est un coût bien supérieur à tout ça. Sur la route, c'est le bitume qui a tendance à se ramollir. Philippe Giguet du réseau autoroute Paris-Rhin-Rhône a constaté des températures au sol qui flirtent avec les 60 degrés. Imaginons le pire, que ça continue encore plusieurs jours à des très très fortes températures. Ça pourrait, sous l'effet des camions, ils aplatissent, ils compactent fortement le bitume, ce qui pourrait créer de l'orniérage sur les chaussées. Il a aussi un œil sur les ponts en métal qui se dilatent, là encore sous l'effet de la chaleur. Ils se rallongent parfois de 20 à 30 cm, mais cela n'a encore jamais entraîné la fermeture d'un axe. Jean-Sébastien Soldaini. La canicule va-t-elle affecter le trafic ferroviaire ce week-end? Je poserai la question à mon invité à 8h15, Mathias Vichra, numéro 2 de la SNCF. Alors pour certains, on vient de le dire, c'est le grand départ en vacances. Pour d'autres, en revanche, eh bien, les congés sont déjà terminés. Comme pour cette famille du Nord que Pierre Herbulot a rencontrée qui s'apprête à quitter le camping des Moulières à la Londe-les-Maures dans le Var. La caravane est impeccablement rangée, plus qu'un petit coup de brosse à passer sur la toile qui protégeait Catherine et Patrice du soleil pour les déjeuners de ces 3 dernières semaines. Et voilà, on a un peu de travail. Ce couple d'habitués du camping va prendre la route pour Chartres dans la matinée. Et comme à chaque fois, en arrivant chez lui ce soir, Patrice, c'est déjà tout ce qui va lui manquer. Peut-être le soleil, la douceur de vivre, le fait de ne pas se dire qu'il faut se lever pour aller travailler, et puis peut-être aussi les cigales. Je ne parle pas du rosé, je ne parle que des choses saines, quoique le rosé n'est pas mauvais par ici. Le plus dur pour Catherine, ça a été de compter les derniers jours. C'est horrible. Ça commence pratiquement une semaine avant la fin. Et ça, le décompte est hyper rapide. On a l'impression que les jours s'enchaînent et qu'on ne peut plus les arrêter et qu'on n'a plus le temps de faire... de plus se poser, mais bon, voilà, on décompresse tellement ici qu'après le retour est un peu difficile. En traversant les vignes en voiture pour rentrer, c'est le soleil, la plage, la mer qu'ils laisseront derrière eux, bref, les vacances. Mais pour un temps seulement, l'emplacement 202 du camping, ils l'ont déjà réservé pour l'année prochaine. La Londe-les-Maures, Pierre Herbulot, Europe 1. Et ce matin, c'est le dernier conseil des ministres d'avant-vacances. Emmanuel Macron partira ensuite au fort de Brégançon avec son épouse durant 2 semaines. Un début de congé studieux pour le président qui recevra ce soir Theresa May, la première ministre britannique. Le Brexit sera notamment au cœur de leur échange. 8h et bientôt 5 minutes sur Europe 1. Le guide en Corse du Sud, emporté par un ruisseau en crue avec son groupe, a-t-il fait preuve d'imprudence?
C'est ce que doit déterminer l'enquête pour homicide involontaire ouverte hier. 5 personnes, dont une fillette de 7 ans, son père et le guide ont été tués. Les conditions météorologiques étaient extrêmement mauvaises et d'autres guides lui avaient déconseillé la sortie. Écoutez le procureur d'Ajaccio, Éric Bouillard. Avant le départ de la sortie de l'après-midi, ils se sont retrouvés. Ils ont discuté de savoir qui ferait quoi. Certains avaient indiqué au guide qui encadrait le groupe en question que les conditions ne leur apparaissaient pas réunies pour effectuer cette sortie et lui avait déconseillé de faire cette sortie. Quand les conditions s'étaient vraiment dégradées, sont revenus vers son groupe en lui indiquant qu'au loin il y avait un dégagement de vapeur de brouillard qui leur laissait à penser qu'il pouvait y avoir un risque de crue et lui avait demandé de sortir, ce qu'il n'avait pas fait. Selon le procureur d'Ajaccio, Éric Bouillard, le guide avait été contrôlé 2 jours avant le drame et avait dû changer une partie de son matériel. Autre drame de l'été, 3 alpinistes français sont morts hier dans le massif du Mont Blanc. Ils ont chuté lors de leur descente à 3600 mètres. Une erreur humaine serait à l'origine de l'accident. Les touristes vont pouvoir à nouveau profiter de la Tour Eiffel. La grève est terminée. Le monument rouvre ses portes à 9h ce matin. Les syndicats protestaient contre la mauvaise gestion de l'accueil des visiteurs et ils ont obtenu gain de cause. Écoutez, Denis Vavassori, responsable CGT Tour Eiffel. On va pouvoir répartir enfin les flux sur les 2 piliers, diviser par 2 la file d'attente des personnes qui seront sans ticket. Et pouvoir après en fait gérer les flux en fonction des créneaux pré-vente internet. C'est-à-dire que lorsqu'ils ne sont pas totalement vendus, on pourra monter plus de visiteurs sans billets, ce qui permettra de limiter ce qu'on a connu tout le mois de juillet, 3 heures de file en plein soleil. On est très heureux de pouvoir rouvrir enfin la Tour Eiffel aux visiteurs. On regrette d'être arrivé jusqu'à un mouvement social et devoir pénaliser nos visiteurs pour pouvoir enfin retourner dans des conditions d'accueil dignes de la Tour Eiffel. Denis Vavassori, responsable CGT Tour Eiffel, au micro européen de Martin Lange. Un nouveau dispositif d'accueil des visiteurs sera testé à partir de lundi et tous ceux qui avaient acheté des billets aux dates où le monument était fermé se verront intégralement remboursés. Du jamais vu, historique, inédit, Apple est désormais l'entreprise la plus chère au monde. Elle a dépassé les 1000 milliards de capitalisation boursière hier à Wall Street. Une consécration pour le groupe américain. Nicolas Tonef. Oui, et c'est un pied de nez à l'ancienne économie, car de ce sommet à 1000 milliards de dollars, Apple toise la vieille économie. Elle vaut par exemple 9 fois plus cher que General Electric, 20 fois plus cher que General Motors, des géants industriels qui dominaient Wall Street. Et si l'on compare avec des entreprises françaises, la firme à la pomme vaut aujourd'hui 40 fois plus cher que Peugeot Citroën et même 250 fois plus cher qu'Air France. Pas mal du tout en partant du fin fond d'un garage californien il y a un peu plus de 40 ans. Mais la vie d'Apple n'a pas toujours été une vie de succès. Elle a même frôlé la faillite dans les années 90, sauvée par Steve Jobs, l'un de ses fondateurs aujourd'hui disparu. Le coup de génie de Jobs, avoir familiarisé le grand public avec le numérique en inventant le Mac, l'iPod, puis l'iPhone, devenu la vache à lait de l'entreprise et l'un des secrets de sa puissance. Aujourd'hui, la capitalisation d'Apple, c'est presque un tiers des 2300 milliards d'euros du PIB français. Cela veut dire que si nous voulions racheter tous ensemble l'entreprise, il nous faudrait y travailler 4 mois et demi en consacrant toute la richesse produite au rachat d'Apple. Nicolas Tonef. 8h08 sur Europe 1. Gros plan à présent sur une chienne devenue l'ennemi public numéro 1 d'un cartel de la drogue. Oui, ça se passe en Colombie. Des trafiquants ont décidé de prendre pour cible la chienne anti-drogue, jugée trop efficace par le réseau. La menace est si sérieuse que la police a dû mettre l'animal à l'abri. Rémi Bossaron. C'est une chienne dont la tête est mise à prix. $7000 pour sa mort ou sa capture. C'est la récompense offerte par le clan del Golfo, l'un des pires gangs de Colombie, désespéré par l'efficacité de Sombra, ce berger allemand au flair redoutable. Cela fait 3 ans qu'avec sa truffe, elle met en échec les plans de ces anciens paramilitaires d'extrême droite, dont d'immenses cargaisons ont été découvertes et saisies. 9 tonnes de cocaïne au total, selon la police. Alors cette fois, le gang a décidé de se débarrasser de cet ennemi au poil noir tacheté de marron et Sombra a dû se mettre à l'abri avec son maître, elle qui arpentait les ports de la côte Caraïbe.
a été transférée à l'aéroport international de Bogota, où elle renifle aujourd'hui chaque jour des marchandises. Reconnaissable à son gilet jaune et aux officiers qui l'accompagnent pour assurer sa sécurité, la star des chiens antidrogue doit aussi répondre aux sollicitations des passagers qui demandent à poser avec elle pour une photo. Mais la nuit venue, c'est dans un chenil à l'adresse gardée secrète qu'elle doit se retirer pour se dérober à la menace des trafiquants irrités. Rémi Bossaron. N'oubliez pas de lever les yeux au ciel ce soir. C'est le début de la nuit des étoiles. 500 sites d'observation accueillent gratuitement les curieux à travers la France. Et cette année, le thème choisi est Mars. Mars, petite sœur de la Terre lors d'Autriche. Il y a 4 milliards d'années, la planète Mars ressemblait à la Terre. Son ciel était rempli de nuages, de l'eau coulait à la surface. Au même moment, la vie apparaissait sur Terre. Et puis, Mars a mal tourné. Elle est devenue un monde aride, inhabitable. La vie a-t-elle existé sur Mars à un moment ? C'est la grande question de ces nuits des étoiles. Mais regarder le ciel, c'est aussi prendre conscience de notre fragilité sur Terre, explique l'astrophysicien Hubert Reeves. De moins en moins de gens ont ont vu ce que nos grands-parents ont vu pendant très longtemps, une belle nuit étoilée. Parce que les éclairages urbains, les lampadaires, les voitures nous ont coupés. C'est à nous de nous adapter à ce grand cadeau que l'univers nous a fait d'exister, c'est de vivre avec ce qui nous est accessible le mieux possible. Tous les télescopes seront donc ce soir tournés vers Mars, la planète qui fascine les scientifiques. Une sonde spatiale est d'ailleurs en route vers cette planète. L'atterrisseur se posera au mois de novembre pour enregistrer les tremblements de terre de la planète rouge. Et Europe 1 vous fait vivre cette nuit des étoiles. Émission spéciale ce soir dès 22h30 autour de Laure d'Autriche et d'Alain Sirou, le consultant scientifique d'Europe 1. Et on y sera présent, on écoutera. C'était le journal de Sophie Tussaud. Merci Sophie. Europe.